Bonjour et bienvenue à ce septième cours de statique de cette année. On va s'occuper des concepts nouveaux qui sont les diagrammes des efforts antérieurs et en passant, on va étudier aussi les cas de charges distribuées sur les poutres. Voici donc le plan de la séance. On va commencer d'ailleurs par les charges distribuées. Ensuite, on va regarder les diagrammes du moment fléchissant sous charge distribuée et les diagrammes de l'effort tranchant sous charge distribuée. Ces deux diagrammes seront présentés comme exemple dans un cas très simple qui est celui de la poutre sur deux appuis. Et bien sûr, ils nous permettent d'introduire et de donner une définition qui est tout à fait générale et très utile dans les applications. On va ensuite introduire le concept de dérivation et le concept des fonctions dérivées qui va nous servir pour trouver la relation, ou pour expliquer plutôt la relation qui existe entre le diagramme de l'effort tranchant et celui du moment fléchissant dans une poutre. Et finalement, on pourra donc tirer les conclusions de la séance. Alors tout d'abord, on va commencer à parler des charges distribuées on comprend jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des forces ponctuelles qui étaient représentées par des flèches qu'on appelle des vecteurs, appuyées en un point ayant une direction et une intensité. En réalité, la plupart des actions qui existent, qui agissent sur les constructions de génie civil et d'architecture, disons, sont des charges qui ne sont pas faites de telle manière. Il s'agit plutôt de charges qu'on appelle distribuées, dans le sens qu'elles agissent sur une petite surface. Si on est en trois dimensions, par exemple, on peut imaginer un plancher d'habitation sur lequel on a des personnes qui sont présentes, des meubles, des objets divers qui peuvent être appuyés sur le plancher. Et bien chacun de ces objets en fait s'appuie sur une empreinte qui n'est pas un point, et donc chaque objet représente une charge différente mais distribuée donc sur la surface. En réalité, ensuite dans les applications, on fait la somme de tous ces objets et quand on calcule le plancher d'un bâtiment, on les considère chargés de manière égale sur toute sa surface. Prenons un autre exemple. On peut imaginer un garde-corps. Un garde-corps est un objet linéique sur lequel il peut se présenter la situation dans laquelle des gens poussent à cause, par exemple, d'une foule particulièrement excitée ou n'importe quelle situation relativement courante. Et bien, dans ces cas-là, il y aura une force appliquée sur le garde-corps qui est une force horizontale distribuée donc tout le long du garde-corps et donc distribuée sur une surface, sur une longueur. Et donc, même si on est en trois dimensions, on a donc des charges qui peuvent être distribuées sur une ligne. Et puis, de toute façon, quand on est en 2D, comme dans tous nos cas d'études, dans ces cours, eh bien, une poutre peut porter des charges qui peuvent être concentrées, comme on a déjà vu, mais qui peuvent être distribuées. Dans ces cas, elles seront distribuées sur une ligne, la ligne d'axe de la poutre, et ils auront donc une intensité qui est éventuellement variable le long de la ligne ou constante. En fait, on va essentiellement regarder les cas de charges constantes parce qu'elles nous permettent d'attribuer, enfin d'introduire toutes les définitions générales dont on s'intéresse et on n'a pas besoin de complexifier davantage la donnée. Alors, d'un point de vue des unités de mesure, en deux dimensions, je répète, on va travailler en deux dimensions. Une charge distribuée est une force par unité de longueur, donc elle se mesure en newton sur mètre. Quand on doit calculer le travail fait par une force distribuée afin de faire les opérations que nous avons fait jusqu'à présent pour calculer les réactions ou les efforts antérieurs, eh bien il faut qu'on utilise le concept de travail d'une force distribuée et on verra que ce travail, lorsqu'on a donc une charge distribuée sur une poutre, est donné par le produit de la valeur de la charge, ce qu'on considère uniforme, donc on va se limiter au cas de la charge uniforme, comme j'ai déjà dit. Donc une charge uniforme distribuée sur une poutre, le travail est donné par le produit de la valeur de la charge distribuée multiplié par la surface balayée par la poutre lors de son mouvement virtuel. Donc on va démontrer en fait cette propriété de calcul du travail. On va imaginer une poutre sur deux appuis, donc deux fois appui 1A, un simple appui 1B, et une charge distribuée, donc cet ensemble de flèches représente une continuité de la charge qu'on appelle petit q. Petit q est donc une force par unité de surface
quand on somme petit q sur toute la longueur AB, on obtient une force. Donc l'image qui est là permet de penser à une charge distribuée sur la longueur AB. Maintenant, imaginons d'introduire une rupture de continuité dans la poutre, donc injecter une rotule en un point quelconque, on va dire au point C, et on sait que pour garder l'équilibre, il faut tenir compte d'un moment fléchissant, qu'on va appeler MC, en ce même point. Donc on va faire l'hypothèse que le moment MC est le moment qui garde la poutre dans son état d'immobilité, et ceci nous permet de calculer MC. Mais avant d'en arriver au calcul, il va falloir qu'on décrive, qu'on dessine d'abord le mouvement virtuel, et après qu'on calcule le travail de toutes les forces en jeu. Donc ici, le travail de MC et le travail de la force distribuée Q. Alors, le mouvement virtuel est celui qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc on peut imaginer effectivement la partie AC descendre avec une rotation autour de son centre de rotation absolu qui est le point A, une rotation d'un angle alpha, et la partie CB tourner autour de son centre de rotation absolu qui est le point B, et tourner d'un angle bêta qui doit être tel à préserver la continuité de la poutre au point C, en ce point-là, ce qui signifie qu'on peut toujours calculer alpha en fonction de bêta ou bêta en fonction d'alpha. Et quand on regarde l'angle ici, en fait, la différence des angles entre la partie à gauche de C et la partie à droite de C, c'est simplement la somme des angles alpha plus bêta. Donc, évidemment, puisque alpha peut être écrit en fonction de bêta, alpha plus bêta peut aussi être écrit en fonction de bêta. Alors, ce qu'on a dit, c'est que le travail virtuel s'exprime dans ce cas par la somme de deux termes. On aura les termes du à Q, et on a dit que le terme du à Q se calcule en faisant les produits de la charge Q, vous voyez ici, par la surface balayée par la poutre dans le mouvement. Dans la surface rose dans le dessin, c'est la surface donc balayée par les parties AC et CB de la structure lorsque le point C descend jusqu'à ce point-là. Et donc, c'est simplement la surface du triangle. Donc, la base est la longueur AB, qu'on peut appeler petit l. La hauteur est la longueur petit a, qui nous donne la position du point C multiplié par l'angle alpha. Et donc, la surface, c'est base fois hauteur divisé par 2, donc AL sur 2 multiplié par alpha. Pour ce qui est du travail du moment MC, on l'a fait beaucoup d'autres fois. On a le moment à gauche qui va faire un travail négatif qui va au moins MC alpha, et le moment à droite qui fait aussi un travail négatif, moins MC bêta. Donc on les regroupe, on factorise MC, et on a donc cette expression. Alors la question qu'il faut démontrer, c'est pourquoi on peut écrire le travail des efforts distribués Q de telle manière. Alors pour ce faire, on imagine de prendre longueur de poutre, pourquoi pas la longueur L de la poutre qui était là, et pensons en fait à un mouvement d'un angle, une rotation d'un angle alpha. Et imaginons d'avoir un ensemble de forces, non pas une force distribuée, mais beaucoup de petites forces. Donc la force F1, un peu plus loin la force F2, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la force Fn. On a donc un nombre n de forces, petit n, hein, c'est un nombre quelconque, ça peut être 10, ça peut être 1000, peu importe. Et pour chacune de ces forces, il y aura un travail qui sera fait lors de la rotation de la poutre du type indiqué. Donc la rotation est indiquée par les paramètres alpha, l'angle alpha. Si on regarde la force d'indice m, donc petit m est un nombre quelconque contenu entre 1 et petit n, la force d'indice petit m, elle fera un déplacement qui sera, on va indiquer par d avec un indice petit m. C'est d d'un indice petit m, on peut le calculer facilement. C'est la distance entre le point où agit la force Fm et le centre de rotation de la poutre, multiplié par l'angle alpha. Combien ça vaut cette distance? Eh bien, les forces, on les a imaginées, et chacune distante L sur N de la précédente, de sorte que sur l'ensemble de la poutre, on puisse mettre N forces à distance égale. Donc, quand on arrive à la force petit m, on aura parcouru une distance qui vaut L sur N ici, qui est l'unité de pas entre deux forces, multiplié par le nombre de pas qu'on a fait pour arriver à la grandeur M. Alors vous voyez, pour arriver à la grandeur 2, on fait un pas. Pour arriver à la grandeur 3, on fait deux pas.
Donc chaque fois, on fait un nombre de pas inférieur d'une unité par rapport à l'indice de la force qu'on est en train de considérer. Donc quand j'arrive à la force F avec indice petit m, le nombre de pas que j'ai fait, c'est petit m moins 1. Voilà donc la valeur. Voilà, la valeur de la distance qui sépare la force, l'axe, la point d'application de la force Fm du centre de rotation. Et donc, si je multiplie cette distance par alpha, qui est l'angle de rotation, j'obtiens le déplacement de m. Donc, je vais faire la somme de tous les produits, de toutes les forces par le déplacement qui correspond. Je vais donc avoir la force F1 qui est multipliée par un déplacement 0 parce que elle ne bouge pas. Après, j'ai la force F2 qui est multipliée par un déplacement qui vaut une fois L sur N. L sur N, L sur N alpha. L sur N alpha, je le mets en facteur. Donc c'est L sur N, c'est la distance qui sépare l'axe de la force F2 du centre de rotation absolue, multiplié par l'angle alpha, qui est la rotation de la poutre. Ceci me donne la distance parcourue par les points d'application de la force F2. Donc cette distance vaut L sur N alpha, et puisque j'ai décidé de factoriser la grandeur L sur N alpha, je vais avoir simplement un facteur 1 devant la force F2. Et ainsi de suite, j'aurai la force F3 et un avant, jusqu'à arriver à la force Fm. La force Fm, on a dit, il faut compter m moins 1 fois le facteur L alpha sur n. Voilà, m moins 1 fois. Et puis donc finalement, j'arrive à la force Fn, la dernière, et il faut donc compter n moins 1 fois les facteurs Ln alpha. Ça, c'est donc la somme de tous les termes qui sont présents dans l'image qu'on a vue et qui nous donne donc le travail de toutes ces forces indiquées dans les mouvements qu'on a considérés. Or, cette expression algébrique, on peut la simplifier parce qu'on va imaginer que toutes les forces ont la même intensité, donc il n'y a pas F1, F2, Fn, elles sont toutes les mêmes. Et d'ailleurs, on va lui donner l'intensité qui vaut Q multiplié par L, donc pour une charge Q uniformément distribuée, en l'ayant multiplié par L, j'obtiens toute la force appliquée sur la poutre de longueur L, et divisé par N, ce qui me donne en fait le fait que la charge Q a été divisée sur N postes sur lesquels elle est appliquée de manière égale. Donc je vais postuler que l'ensemble de toutes les forces F1, F2, F petit m jusqu'à F petit n, elles valent toutes QL sur N. Donc je vais prendre l'expression précédente et je vais factoriser, vous voyez, F1, F2, ainsi de suite, je peux les factoriser. L aussi, donc on avait déjà factorisé L sur N alpha, on va avoir QL sur N fois L sur N alpha, ça fait c'est ici, pardon, ça fait QL carré sur N carré fois alpha. Donc ce terme-là, voilà, ces termes-là, c'est le facteur de tout le monde. Et puis, il ne reste que les termes numériques, 1, plus 2, plus 3, plus, etc., jusqu'à arriver au point n-1. Il y en a de combien de ceci? Donc ça, c'est la somme de tous les nombres entiers de 1 jusqu'à la valeur n-1. Cette somme est liée à une anecdote très intéressante, sympathique, j'aime bien raconter tous les ans quand j'arrive à ce point-là, relatif à la vie d'un grand mathématicien qui s'appelle Gauss, un mathématicien allemand du 19e siècle. En fait, il s'agissait d'un garçon très pauvre qui vivait à la campagne et qui n'avait donc pas accès à un système scolaire très évolué. Il allait dans la classe, comme c'était le cas à l'époque dans les campagnes, en Allemagne au moins. Il allait dans une même classe avec les garçons, les filles plus âgés que lui. Il était tout jeune, tout petit. Et le maître lui a donné à la classe un exercice, c'était de faire la somme des nombres 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. La réponse de Gauss fut quasiment immédiate. C'est-à-dire qu'il donna la solution quelques secondes après que la question avait été posée, sans doute dans un temps très inférieur à celui qui aurait demandé à un garçon de son âge
les calculs de la somme de ces 10 termes. Le maître, en ayant vu ce rendu très précoce, en fait, il s'énerva, il imagina que le garçon était en train de se moquer de lui, et donc, comme il était coutume à l'école de l'époque, le gosse fut battu et mis dans un coin en attendant que les autres aussi rendent leur devoir pour vérifier que, que le résultat final et puis finir en fait compléter la punition pour le pauvre garçon. Eh bien, il s'avère que non seulement il avait calculé juste, mais il avait aussi compris et inventé, si vous voulez, un algorithme très utile pour le calcul des nombres qui vont de 1 jusqu'à n, ou n-1 dans notre cas, qui est très simple et qui s'appuie sur le raisonnement suivant. Imaginez donc la somme des nombres qui vont de A à 10 et faites la somme de 1 plus 10, ça fait 11. Ensuite, faites 2 plus 9, ça fait 11 aussi. Et vous faites 3 plus 8 et ça fait 11, et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'on somme les deux valeurs extrêmes, pour ainsi dire, de la somme en question, on obtient le même chiffre qui est 11, notamment c'est 10 plus 1. Et de nombres comme ça, on atteint autant que le nombre 10 divisé par 2. Le résultat est donc 10 fois 10 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 55. Eh bien, dans le cas présent, nous pouvons calculer donc la somme de tous les nombres de 1 à n-1. Il faudra faire n-1 plus 1 qui fait n, les multiplier par n-1 et les diviser par 2. Puisqu'on avait dans notre calcul ici un n au carré au dénominateur, le résultat c'est le terme ql carré sur 2, qui ne change pas, la somme divisée par n qui fait n-1 sur n, donc le terme 2 est bien évidemment de la somme, fois alpha. Or, on peut écrire ceci aussi, n-1 sur n, on peut aussi l'écrire comme 1 moins 1 sur n. Or, imaginez n très grand. Si vous prenez n très grand, ici vous avez, par exemple, prenons n égale 10 déjà. Le résultat ici c'est 1 moins 1 sur 10, donc 1,1. Maintenant prenons n égale 1 milliard. Le résultat c'est 1 moins 1 milliardième, et donc c'est quasiment 1. Et maintenant imaginez que vous avez partagé en fait ces forces de telle manière qu'il y en a un nombre qui tend vers l'infini. Chaque force est minuscule, mais la somme totale donne toujours, donc la somme de toutes ces forces donne toujours QL, qui est la même chose que dire qu'il y a une charge uniformément distribuée sur la longueur L dont la valeur est Q. Et donc voilà, ce terme moins 1 sur n disparaît parce que 1 sur infini est 0, et on obtient donc que le travail de force indiquée vaut bien QL carré sur 2 alpha, c'est-à-dire la surface du triangle balayé par la poutre lorsqu'elle se déplace de la ligne pointillée vers la ligne continue. Maintenant que nous avons calculé le travail fait par une force uniformément distribuée, nous pouvons introduire le concept de diagramme du moment. C'est-à-dire nous pouvons calculer en fait un diagramme du moment sous charge distribuée. Alors, déjà, il faut dire qu'est-ce que c'est qu'un diagramme. Un diagramme, d'un point de vue terminologique, c'est une courbe qu'on trace dans le plan, dont la distance par rapport à un axe, notamment ici, puisque nous travaillons sur les structures, la distance par rapport à l'axe de la structure, est égale en tout point de cet axe à la valeur que la grandeur en question obtient au point de calcul. Donc, notamment, la grandeur peut être un effort intérieur. Et donc, par exemple, quand on trace le diagramme du moment fléchissant dans une poutre, on trace une ligne qui peut être courbe et qui représente en correspondance de tout point de la ligne d'axe de la poutre, représente avec sa distance par rapport, donc la distance entre cette ligne et la ligne d'axe de la poutre représente la valeur prise par le moment fléchissant en ces points. Donc on va par exemple faire ce calcul. Donc nous nous remettons à nouveau sur le cas précédent, poutre simplement appuyée, sous charge uniformément distribuée Q, portée petit l. On va, comme tout à l'heure, introduire un point de brisure. Cette fois-ci, plutôt que de le mettre à une distance donnée petit a, on va le mettre à une distance petit x qu'on considère variable. Et on va donc calculer les moments
au point petit x. Donc on indique comme grand M fonction de petit x. Et évidemment, petit x peut changer entre 0, dans quel cas on aura un moment nul, parce qu'on sera au point A, et peut changer jusqu'à petit l, et donc dans ce cas, on aura encore un moment nul, parce qu'on sera en B. Entre les deux, on aura un moment fléchissant, m de x, qu'on va calculer. Alors, pour le calculer, la technique est la technique habituelle. On fait le dessin d'un mouvement virtuel. Alors là, on va faire quelque chose qui est légitime et qui nous permet de, pour ainsi dire, accélérer en fait la vision du résultat. On va prendre la somme alpha plus bêta constant quand on va changer des points x. Et en particulier, il peut être très simple dans les dessins de dessiner un angle droit. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné un petit carré ici pour indiquer qu'il s'agit d'un angle de 90 degrés. Donc lorsque x se trouve à un certain point, je peux toujours dessiner un triangle rectangle dont disons, la hauteur correspond à la position de x. Et je vais appeler d de x la hauteur de ce triangle rectangle. Donc en fonction de la position du point x, la hauteur de dx sera évidemment une variable, c'est-à-dire une fonction de x. Par exemple, voilà, je déplace les points x, je le prends plus grand et j'obtiens, toujours avec l'angle de 90 degrés au point de calcul, j'obtiens une autre grandeur, toujours indiquée par la fonction de dx. Voilà la comparaison des deux dessins que je viens de vous montrer. Il est évident que au fur et à mesure que je m'approche des extrémités A et B, la grandeur de dx devient 0, parce que en fait, si vous dessinez un angle droit ici, vous avez simplement que la partie AB de la poutre ne bouge pas, et la même chose quand vous êtes arrivé ici. Donc cette grandeur de dx varie entre 0 en A, 0 en B, et varie entre les deux, d'une quelque manière. Eh bien, ces quelques manières, on peut le calculer. On a déjà vu que le travail des efforts, de tous les efforts en jeu, se donnait par le travail de la force Q, qu'on a déjà expliqué pourquoi il est égal à Q multiplié par la base qui est L, multiplié par la hauteur qui est ddx divisé par 2. Donc Q fois la surface balayée par la structure dans son mouvement virtuel. Et le travail du moment M, on l'avait déjà calculé tout à l'heure, c'est la valeur du moment multipliée par alpha plus bêta. Donc la valeur du moment qui est évidemment une variable en fonction de x, alors qu'on a décidé de prendre toujours alpha plus bêta égale 90 degrés. Donc là, ce n'est pas une variable, ce n'est pas une fonction de x. Donc dans cette expression, nous avons m qui est fonction de x, et d qui est fonction de x, et d'ailleurs nous devons maintenant calculer d en fonction de alpha plus bêta afin de calculer m par conséquent. Alors on va faire ces calculs, donc qu'est-ce qui vaut d? Voilà, je vais le calculer. Je peux regarder par exemple à gauche, il vaut x fois alpha, ou il vaut, c'est la même chose, L moins x, qui est cette longueur-là, fois bêta. Voilà les deux expressions. D'ailleurs, cette identité, l'identité entre les deux valeurs ainsi calculées de d, me permet de déduire alpha en fonction de bêta. Donc, vous voyez, il suffit de diviser ça par x. J'obtiens que alpha est égal à bêta qui multiplie L sur x moins 1. Et donc, je peux encore accéder à la valeur alpha plus bêta en fonction de bêta qui est celle-ci. Je peux alors, vous voyez, j'ai d en fonction de bêta, et j'ai alpha plus bêta en fonction de bêta. Je vais injecter ceci dans l'équation précédente, l'équation du travail, et j'obtiens une équation un peu comme d'habitude dans laquelle il y a bêta dans les deux termes. Je peux donc factoriser bêta, et puisque la solution doit être égale à 0, quel que soit bêta, on obtient la valeur du moment fléchissant au point x, c'est q multiplié par x multiplié par L moins x divisé par 2. Alors cette expression-là est une parabole. La propriété de la parabole est d'être une fonction de x au carré, donc on voit bien que x ici apparaît au carré. Elle passe par les deux points, x égale à 0, parce qu'elle vaut 0 en x égale à 0, et le point est x égale L, parce que là, donc, pour x égale L, on a encore 0. Donc m de x vaut 0 en A, 0 en B, et il suit une allure qui est sinon une parabole. Donc voilà le dessin de m de x. Et on a donc la valeur maximale de la parabole qui se trouve au milieu. On l'obtient lorsqu'on prend x égale L sur 2,
Et il suffit de faire le calcul de cette expression, on obtient que le moment fléchissant au milieu d'une poutre sur 12 appuis uniformément chargé par la force distribuée petit q et de longueur de porter la poutre petit l, et le moment fléchissant au milieu de la poutre, c'est le moment max, et vaut ql carré sur 8. Donc ça, vous pouvez le mémoriser parce que c'est une information très utile dans les applications. Nous pouvons maintenant calculer les diagrammes de l'effort tranchant sous une charge distribuée, et on va faire ce travail dans une deuxième partie de la présentation.